Bonjour à tous, bienvenue sur l'invité politique. Nous recevons aujourd'hui Ibrahima Aïdara, qui est secrétaire général de la jeunesse ADEMA PJ en commune 5 de Bamako. Il est là pour nous parler des renouvellements des instances du parti, notamment de la présidence nationale de la jeunesse du parti. Bonjour Monsieur Aïdara. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir reçu sur votre plateau, c'était un plaisir. C'est la première fois, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je l'espère aussi. Voilà. Quelles sont les nouvelles de Bamako? Comme vous le savez, à Bamako, les choses avancent petit à petit. Côté politique, les partis se préparent. Sur le plan, je dirais, beaucoup plus institutionnel, vous avez aujourd'hui les négociations avec les groupes armés aussi qui avancent. Aujourd'hui, vous avez dû voir un peu que le gouvernement a nommé déjà des présidents, les responsables des autorités intérimaires qui devraient être installés aujourd'hui, qui a été reporté certes. Mais globalement, les choses avancent. On est dans l'application de l'accord. On espère que cela aboutira, tout simplement. Et comment le parti se positionne par rapport à tout ça? Comme tous les autres partis, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que ce soit les partis de la majorité ou les partis de l'opposition. Nous avons tous ce devoir historique de respecter notre parole donnée. Pourquoi je parle de parole donnée? Parce qu'au moment où cet accord a été signé, tous les partis politiques, j'ai dit bien, en tout cas le maximum, 99% des partis politiques de la majorité et de l'opposition ont estimé qu'il fallait aller à ça pour sortir le Mali de la situation dans laquelle elle se trouve. Et c'est vrai, il y a eu de part et d'autre quelques dénonciations de l'accord. Même l'ADEMA a eu des réserves. Nous sommes même allés jusqu'à faire nos points de réserve qu'on a remis au gouvernement. Mais n'empêche que finalement, on s'est tous dit à un moment donné, c'est difficile d'avoir un bon accord. Il ne peut pas avoir de bon accord. Quand deux protagonistes s'assoient pour parler, pour avoir un accord, dans tous les cas, il y a des points qui seront positifs pour l'un et des points qui seront d'autres points qui seront négatifs. Le problème, c'est que vous n'analysez pas celui de l'autre, vous analysez le vote. On est complètement d'accord. Au sein de l'ADEMA, est-ce que vous êtes en phase avec l'accord qui a été signé? Je ne peux pas dire phase ou pas, mais ce que je vais dire tout simplement, c'est que nous avons dit que cet accord, certes, il y a pas mal de points peut-être qui ne nous convient pas forcément, mais nous avons dit qu'il faut aller à ça pour que le Mali puisse sortir de cette situation. Et dans son application, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe sur le terrain? Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on est satisfait à 100%, parce que tout simplement, quand on regarde de près, il y a pas mal de choses qui se passent sur le terrain qui font que ça retarde l'application de pas mal de points. Mais je sais que le président de la République essaie de faire son maximum, essaie de faire tout ce qu'il peut pour que, justement, l'application de cet accord... Vous avez parlé du président de la République. Il y a un site qui s'appelle kouloubametre.com qui a été mis en ligne il y a peu, sur lequel, en temps réel, vous avez le taux d'application des promesses. Je dis bien les promesses, pas vos attentes, pas les miennes. Non, on est complètement les promesses. Est-ce que vous êtes allé sur kouloubametre.com? Complètement. J'ai regardé, j'ai vu que sur le Kouloubamètre, on était à 6% d'application des promesses du président de la République. Mais ce qu'on n'explique pas justement sur le Kouloubamètre, c'est qu'une chose, c'est les promesses. Vous savez qu'un candidat il ne peut pas toujours tenir toutes ses promesses. Mais il y a d'abord la volonté, les promesses d'un candidat à une élection présidentielle. C'est d'abord sa volonté, il montre d'abord sa volonté à aller, le sens dans lequel il veut aller pour son peuple. Vous parlez de volonté, prenons la moralisation de la vie politique. Où est-ce que nous en sommes par rapport à ça? Juste pour cette question passée sur Kouloubamètre, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a des réalités qui s'imposent à un président de la République. Un président de la République candidat n'a pas forcément toutes les cartes en main pour dire que je vais appliquer toutes les promesses que j'ai faites. Mais par contre, ce qu'on n'explique pas,
c'est qu'il y a d'autres qui ont d'autres réalisations que le président de la République a eues, qui ne sont pas forcément dans ses promesses. Mais quand vous prenez toutes les promesses du président, il n'y en a aucun qui a atteint même 40% d'application. Ben non, vous-même vous avez dit 6% de réalisation, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui ont été réalisées. Non, mais ce que je veux dire, sur toutes les promesses, il n'y en a aucune d'elles qui a 50% de réalisation. Mais les 6% qui sont évoqués sont à 100% de réalisation. On est 16 millions d'habitants au Mali, 6% de la population, est-ce que c'est représentatif? Non, je parle de 6% des promesses réalisées. C'est-à-dire quand on regarde Kolobametre, nous avons 6% des promesses réalisées. Est-ce que si vous satisfaisiez 6% de la population malienne, vous êtes bien à 4 ans presque de votre mandat? Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'outils pour mesurer le niveau de satisfaction. Non, c'est une question théorique. Oui. À 4 ans, au bout de 4 ans de mandat, en commune 5, vous n'arrivez qu'à satisfaire 6% de la population de votre commune. En commune 5? Est-ce que vous êtes bon pour le job? Moi? Alors aujourd'hui, moi je sais qu'au niveau de la commune 5, personnellement je ne suis pas un élu ni quelqu'un qui a un poste administratif. Non, mais je parle de la gestion du parti. Ah oui, non, en commune 5 aujourd'hui, je pense que j'ai largement ce qu'il faut pour arriver à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une commune dans laquelle je suis né, grandi, une commune que je connais de fond en comble, une commune où j'ai eu à militer pendant longtemps. J'ai eu à connaître le fonctionnement du parti, j'ai eu à comprendre les tares du parti, je dirais dans ces termes-là. Et donc, aujourd'hui, je connais aujourd'hui l'expérience que le parti a eue dans cette commune, parce que nous avons eu aussi l'expérience de la gestion de la commune. Et aujourd'hui, nous sommes encore aux affaires, parce que nous avons la population de la commune 5 nous a fait confiance. Et on réélit quand même des conseillers municipaux de l'ADEMA, qui vont continuer justement l'œuvre que l'ADEMA a bâtie au fil des années passées. Donc j'ai eu l'occasion de suivre tout ça de près et j'ai eu l'occasion à diriger des structures au niveau de la commune, parce que j'étais secrétaire général de Badlabrou, qui est un quartier de la commune 5, de la sous-section de Badlabrou. J'étais membre de la section de la commune 5. Aujourd'hui, je suis le premier responsable de la section jeunesse de la commune 5. J'ai la confiance de mes camarades politiques des autres quartiers, qui aujourd'hui m'accompagne sur mon programme. Avant de revenir à l'élection, on va traiter un sujet peut-être que vous aurez souhaité qu'on ne parle pas, on va en parler, comme ça on se fâche et c'est fait. C'est justement la morale dans la politique malienne, dans l'administration, etc. Aujourd'hui, il y a le Issaka Sidibé Gate, notamment relevé par le journal Le Figaro de mon confrère Ami Baba Sissé, et relaté sur les réseaux sociaux par Rasba, l'ex-chroniqueur d'une radio. Aujourd'hui, quelle analyse, quel regard vous portez sur cet épiphénomène? Alors, par rapport à pour moi, que je qualifie de fait divers, à mon sens, je trouve que c'est un petit peu dommage. À mon sens, je ne vais pas me mettre à commenter les commentaires entre guillemets des uns et des autres. Ce que je vais expliquer tout simplement, c'est que je trouve que la situation aujourd'hui du Mali est telle que on ne doit pas se laisser distraire par ces genres d'événements. Pour moi, il y a un honorable de la République qui est passé à la télé pour s'expliquer sur cette question, pour expliquer que le président de l'Assemblée, de l'institution, s'apprêtait à porter plainte contre effectivement votre confrère. Et ça veut dire que tout simplement cette situation va passer dans les mains de la justice. On a confiance en notre justice, même s'il y a des choses à régler. Et je pense que dès lors qu'on est dans cet esprit-là, il serait un peu hasardeux pour les uns et les autres de commenter cette affaire-là. Même si je pense aussi que nos mœurs, nos traditions, nos coutumes, nos us nous imposent un minimum par rapport à nos aînés, par rapport aux aînés tout simplement. Encore une fois, je ne dis pas du tout que les uns et les autres n'ont pas le droit de commenter cette situation. Je dis tout simplement qu'il faut cette situation avec discernement, avec respect et attendre les conclusions de la justice pour réellement se prononcer. Parce que l'idée aussi, c'est d'éviter de condamner quelqu'un avant que la justice ne fasse son travail.
Mais est-ce que c'est pas paradoxal, c'est pas malsain que le journal Le Figaro malien fasse des révélations sur la personne du président de l'Assemblée nationale et de sa secrétaire et que le vice-président s'exprime sur le sujet? C'est vrai que ce n'est ni l'institution qui a été citée, ce n'est ni autre chose, ni l'Assemblée, ni Tembine. Comment ça se fait que Tembine, qui est une personne à part entière, prenne la défense de Isaka Sidibé? C'est un peu là aussi les tares de... C'est peut-être possible, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses propos. M. Tembine a jugé qu'il est la personne idoine pour défendre effectivement le président de l'institution, même si effectivement on est d'accord que ce n'est pas le président de l'institution qui est visé, ce n'est pas l'institution qui est visée, c'est la personne d'Isaka qui est visée, et cette justement personne qui est visée là a décidé d'aller en justice, de porter plainte, c'est une chose qui a été annoncée par... Ami Baba Cissé a dit, je crois vendredi dernier, qu'il n'a pas été mis au courant d'une action en justice jusque-là, alors que c'est lui l'intéressé, lui et son journal. Si eux ne sont pas encore au courant du fait qu'il y a une action en justice, on peut croire qu'il n'y a pas d'action en justice. C'est possible, parce qu'ils ont dit qu'ils vont amener l'affaire devant la justice. Vous postulez pour être à la tête de l'un des plus grands partis au Mali, sur l'échiquier national. Exactement. Vous êtes obligé de donner votre appréciation sur cette affaire-là. Est-ce que Isaka Sidibé doit porter plainte pour que justice soit faite, pour que Ami Baba Cissé soit sanctionné s'il a menti et que Rasbach soit sanctionné s'il a menti? Alors aujourd'hui, encore une fois, pour moi, sur ces genres d'affaires, encore une fois, il faut mettre le Mali au-dessus de tout. Et donc pour éviter que ces faits divers ne puissent prendre le pas sur la situation réelle que vivent nos compatriotes, à mon sens, ces genres de situations doivent être réglées par la justice. On n'a pas besoin de les faire passer à la télé. On n'a pas besoin de les commenter sur les réseaux sociaux. On doit passer au niveau de la justice. Et à mon sens, il ne s'agit pas de dire que M. Rasbach ou que M. ABC soit condamné, parce qu'il n'est pas dit qu'ils ont tort. Non, mais en fait, pour extrapoler... Mais à mon sens, c'est à la justice qui doit trancher tout simplement ces questions-là. S'il y a ces genres de situations qui se posent, ben c'est très simple, on n'a qu'à porter plainte et aller régler la situation au niveau de la justice pour éviter tout simplement que ces genres de faits divers ne puissent prendre le pas sur réellement les questions liées à l'existence même de la nation malienne aujourd'hui. On va passer au sujet suivant, justement, au parti ADEMA PAJ, dont vous faites partie des jeunes cadres. Et justement, il va y avoir peut-être en mars, hein, ce n'est pas encore officiel, le renouvellement des instances nationales. Et vous aimeriez bien être président national. C'est vrai qu'un jour, vous vous voyez à Koulouba? Alors aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas encore songé à cela, parce que vous savez, chacun a sa manière de voir les choses. Chacun a son petit chemin. Chacun se fait son petit chemin tranquillement. Moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans le renouvellement des structures, que ce soit au niveau du mouvement des femmes, mais aussi au mouvement des jeunes. Et effectivement, bientôt, nous allons au congrès des deux mouvements. Et c'est vrai, aujourd'hui, je suis candidat à la direction de notre mouvement. Cette candidature a été mûrement réfléchie et elle est basée sur un certain nombre d'éléments qui font que je pense aujourd'hui que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice de la jeunesse ADEMA. Aujourd'hui, quand on regarde les choses de près, comme je l'ai dit, je me sens assez prêt pour porter ce fardeau-là. Parce que tout simplement, ça fait des années que je milite au sein de ce parti-là. Depuis que réellement j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je n'ai connu autre pratiquement que l'ADEMA. Vous êtes une abeille qui est restée vraiment dans la rue. Oui, pratiquement. Mais j'ai envie de vous demander, l'ADEMA c'était le premier parti post-Moussa Traoré. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que enfin je dirais pas vous êtes effacé et que vous n'êtes même pas deuxième aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième de...
le deuxième parti national, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Ah RPM ouais, c'est le non, mais premier. attends, oui. Ensuite, on a Sur l'URD. l'échiquier national, Sur l'échiquier aujourd'hui, national. je vais corriger cette affirmation-là. Aujourd'hui, l'ADEMA s'est positionné comme la deuxième force politique au Mali. Vous Hein? avez combien de députés? Alors, vous savez, c'est toujours basé sur les élections passées. C'est-à-dire qu'on était troisième, effectivement, force politique après les élections législatives, chose qu'on a contestée, en tout cas au sein du parti, parce que tout simplement, on n'était pas d'accord pour pas mal de choses. Mais bon, le verdict est tombé, on s'est assumé, on a dit on est d'accord, on est parti. Mais après les élections municipales, hein, l'ADEMA a prouvé qu'elle reste quand même la deuxième force politique au Mali. Si Soumaïla Cissé nous entend, qu'il vienne rectifier aussi lui à son tour. Mais c'est très simple, quand on prend le nombre d'élus au niveau municipal, aujourd'hui, le RPM dispose de 187 députés, l'ADEMA en a à 147 députés, excusez-moi, 187 maires, l'ADEMA en a 147 et l'URD a moins de 100. C'est aussi simple que cela. Quand on prend le nombre de conseillers municipaux, le RPM tourne autour de 2000 et quelques. Justement, qu'est-ce que vous, si ça marche pour vous, que vous prenez la tête de la jeunesse nationale de l'ADEMA PASJ, qu'est-ce que vous concoctez comme projet pour que l'ADEMA se réveille et redevienne ce qu'elle était avant que le RPM ne... Alors, vous savez, aujourd'hui, le parti est dans une dynamique qui est impulsée par les premiers responsables du parti, à commencer par le président du parti, qui est le professeur Tchomoko Sangaré. Lors du 5e congrès, il y a un certain nombre du parti, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine application de ces résolutions. Donc le parti est assez revigoré. Mais pour ça, le parti a comme pilier les mouvements affiliés, notamment les mouvements de jeunes et les mouvements de femmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le parti doit être doté. Alors nous avons aujourd'hui notre président qui est membre du CE, c'est le président national de la jeunesse, qui a intégré à la faveur du congrès le CE, le comité exécutif, qui essaie de faire tant bien que mal ce qu'il peut pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une jeunesse assez, en tout cas, un bureau renouvelé, un bureau prêt à aller au combat, prêt à accompagner tout le travail que le parti est en train de faire. Parce que moi, aujourd'hui, ma vision est très simple. Ma vision, elle est la suivante. C'est de faire du mouvement des jeunes un outil puissant et dynamique au service du parti. Mais qu'est-ce qui vous diffère, par exemple, de la jeunesse RPM ou la jeunesse URD? Qu'est-ce que vous avez de particulier? Il y a beaucoup de choses qui nous diffèrent. Par exemple? Par exemple, l'autonomie dans notre gestion. Par exemple, l'autonomie dans notre manière de prendre nos décisions. Par exemple, le fait qu'on est capable d'influer sur les décisions du comité exécutif. Parce que le comité exécutif écoute la jeunesse, écoute le mouvement des femmes. Parce que nous avons notre mot à dire à ce niveau-là. Alors, dans les autres partis, j'avoue que je ne les ai pas intégrés, je ne les ai pas faits. Je ne suis pas très sûr que cette autonomie et cette indépendance d'esprit... 2018, c'est demain. 2018, c'est demain. Il va falloir choisir un nouveau président. Comment l'ADEMA va se démarquer du RPM avec qui vous semblez pouvoir vous démarquer? Je ne sais pas si on n'arrive pas à se démarquer, mais je sais que sur le terrain, au quotidien, nous n'avons pas forcément la même stratégie au niveau local. Alors au niveau national, nous ne sommes pas RPM, il faut qu'on soit très clair, nous ne sommes pas... alors il faut comprendre que l'ADEMA a dit, tout simplement, que nous sommes là pour appuyer les actions du président de la République. Nous ne sommes pas là pour aider le RPM, il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Maintenant, oui, avec le RPM... Vous savez que les propos et leur application, des fois, il y a des phasages. C'est peut-être possible, mais aujourd'hui, nous sommes en concertation avec le RPM. Il y a eu une rencontre, pas plus tard qu'avant-hier, entre nos deux directions, les directions des partis, pour voir un peu si nous avons une vision commune des choses, pour comprendre un certain nombre de choses, pour discuter des divergences que nous avons. Nous avons le président qui avait initié des tournées dans les régions, jusqu'au fin fond des villages, pour faire remonter les sentiments des militants à la base, parce que c'est extrêmement important. Et nous tenons compte de tous ces aspects. Je suis convaincu que le CE se dote de tous les moyens et est assez responsable pour prendre les bonnes décisions. Moi, les gens de ma génération ont connu Alpha Omar Konaré. Aujourd'hui, Alpha Omar Konaré, ADEMA PASJ, c'était lié à vie. Aujourd'hui, il semble que ce ne soit plus ça. Quels sont vos rapports aujourd'hui en tant que parti?
et le leader qui a été ou qui est toujours Alpha Vous Marco. savez, j'ai l'habitude de le dire, moi personnellement, je n'ai pas trop connu le temps Alpha, très honnêtement, mais je sais que Alpha, je lis beaucoup Alpha, j'ai pas mal de bouquins sur Alpha. Je sais que Alpha, il a dit qu'il restera militant ADEMA à vie, que personne ne peut lui enlever ça. Je sais que Alpha est un homme d'État, un homme responsable, et que Alpha n'est plus un patrimoine de l'ADEMA, mais c'est un patrimoine du Mali. Et qu'à ce titre, il se donne des droits de réserve. Il se donne des droits de réserve, et c'est quelqu'un qui, effectivement, pense qu'aujourd'hui, il a déjà été président de la République du Mali. Il préfère ne pas trop se mêler de la politique aujourd'hui, parce que tout simplement, vous savez qu'au Mali, il suffit que tu parles pour il y ait des interprétations dans tous les sens. Il préfère prendre de la distance pour justement permettre au président de la République d'exercer son pouvoir tranquillement, sans avoir effectivement à être indexé. Et donc, à mon sens, aujourd'hui, vous avez vu lors de l'anniversaire du parti, Alpha Oumar Konaré, il avait prévu d'être là. Bon, malheureusement, il a eu des contretemps, mais il a envoyé sa femme. Bon, pour que sa femme fasse passer le message. C'est déjà pas mal. Vous, pourquoi vous ne postulez pas pour prendre la tête de l'ADEMA PJ tout court? Pourquoi vous choisissez de rester jeune? À titre de comparaison, Emmanuel Macron est né en 1977, je ne sais pas à quelle année vous êtes né. Il brigue la présidence de la République du Mali. Pourquoi vous n'avez pas les... Voilà, pardon, excusez-moi. Peut-être que c'est un lapsus révélateur, on ne sait pas. En tout cas, pourquoi vous ne cherchez pas avec vos crocs à choper le RPM, décidément, l'ADEMA tout court? Pourquoi juste vous contenter de la jeunesse? Bon, parce que vous savez, Emmanuel Macron est un aîné à moi, hein, c'est quelqu'un d'un peu loin d'ailleurs. Et donc, ensuite, vous savez que la politique en France, on y baigne très très tôt. Chez nous, c'est pas les mêmes contextes, les mêmes contextes. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas assez armé pour briguer la tête du parti. Je pense, comme je l'ai expliqué à la jeunesse, hein, j'ai dit que le schéma est très simple, c'est de travailler, hein, à bénéficier de l'expérience des aînés, à bénéficier de toute la connaissance qu'ont accumulée nos aînés et pendant les luttes politiques, pendant les positionnements politiques, etc. etc. Donc aujourd'hui, je me dis que j'ai beaucoup à apprendre. Et nous avons la chance d'avoir quelqu'un à la tête du parti qui connaît très bien l'histoire du parti, qui est passé par tous les chemins, depuis les luttes clandestines jusqu'à maintenant. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui peut beaucoup apprendre auprès de ce dernier, qui pense qu'il a beaucoup à apprendre encore, qui n'est pas assez aguerri pour justement dire qu'il peut diriger un parti tel que l'ADEMA. Aujourd'hui, il faut, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, il faut que les gens soient sérieux. C'est comme aujourd'hui, tu prends n'importe quel jeune se lève pour dire je suis capable d'être directeur, je suis capable d'être ministre, je suis capable d'être tel ou tel truc. Moi, j'ai eu des postes de responsabilité, j'ai eu à gérer. Aujourd'hui, je gère des équipes. Je sais que c'est pas facile d'être un scène directeur, à plus forte raison d'être ministre. Et justement, vous êtes spécialiste en système réseau, réseau informatique. Et aujourd'hui, la diaspora malienne, hein, moi je suis un pur produit de la diaspora. Je suis né hors du Mali, j'ai passé du temps au Mali. Je suis hors du Mali, donc beaucoup de temps loin du Mali. Pourtant, j'ai le Mali dans mon cœur. Et justement, ce Mali-là a une partie de son cœur en France ici, qui est sa diaspora, et qui est confronté aujourd'hui à un problème administratif. Pas parce que l'administration française ou espagnole ou allemande ne veut pas faire face à eux. Il y a un déficit de responsabilité au niveau des administrations maliennes dans les diasporas. Vous, quelles pourraient être vos propositions, par exemple, pour résoudre ce problème de carte NINA et de passeport? Vous savez, j'ai la chance d'avoir connu les deux facettes. Je suis né au Mali, j'ai passé une partie de mon temps au Mali. Après, je suis venu en France. J'ai passé une grande partie de ma vie en France. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur à Paris. Et j'ai travaillé en France. Et après, j'ai décidé de rentrer. Donc, j'ai eu l'occasion de connaître un peu les deux facettes de la pièce. Par rapport à la situation qu'a connue la diaspora en France, notamment la situation du consulat, c'est vrai, moi j'ai bien compris
le ras-le-bol et surtout le cri de cœur de la diaspora qui ne doit pas être négligé, parce que la diaspora elle est extrêmement importante dans le système, dans l'écosystème malien, dans le système économique malien. Et au-delà, hein, parce qu'il ne faut pas voir la diaspora comme juste une vache à lait, mais au-delà, c'est aussi de nos compatriotes qui ne sont pas en France ou dans les autres pays par gaieté de cœur forcément, mais qui sont là pour pouvoir se faire une meilleure vie, mais aussi aider leurs frères et sœurs qui sont restés au pays. Donc, à mon sens, on doit prendre de près, on doit s'occuper de cette diaspora-là. Alors, j'avais entendu qu'il y a eu un accord entre la diaspora en France et l'État du Mali. Cet accord, à mon sens, il y a 17 points dans cet accord, et à mon sens, c'est des points qui conviennent aux deux parties. Il y a une équipe de suivi qui est mise en place ou qui est en train d'être mise en place pour justement suivre l'application de cet accord-là. À mon sens, ma proposition, c'est tout simplement, effectivement, d'appliquer cet accord-là. Parce que tout simplement, c'est un accord qui convient aux deux parties. Ensuite, il y a des points qui sont un peu difficiles. On en convient. Le point du NINA, par exemple, quand on demande effectivement de pouvoir obtenir des passeports sans disposer de carte NINA. Mais je pense que c'est des questions qui ont été un peu clarifiées. Parce que même au Mali, aujourd'hui, pour obtenir un passeport, il faut forcément avoir la carte NINA. C'est une question de fiabilité. Peut-être qu'il vienne au pouvoir pour changer tout ça. Justement, vous allez être candidat bientôt. En 30 secondes, si vous avez un message à adresser aux Maliens susceptibles de rendre cette situation possible, de sorte à ce que vous preniez la tête de la jeunesse à demain au niveau national, je vous laisse passer un message. Ce que j'ai comme message, c'est tout simplement ce que j'ai aujourd'hui à faire passer comme message, surtout aux militants du parti, c'est tout simplement d'être en rang serré derrière le parti, de s'assurer aujourd'hui que les dirigeants que nous allons mettre à la tête de nos instances, en tout cas de nos structures, seront là pour travailler, seront là pour se dédier au parti. Parce que nous sommes, je dirais, à la croisée du chemin et nous avons besoin de ressources capables d'avoir du temps pour le parti. Et aujourd'hui, après mûre réflexion, après plusieurs analyses, après avoir interrogé mon parcours dans le parti, après avoir regardé un peu après regarder tout le temps que je peux consacrer au parti, je me suis dit qu'il est temps, effectivement, d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, je dis tout simplement, aujourd'hui mon message s'adresse aux militants, c'est de leur dire de faire le bon choix, de faire le choix d'un candidat qui est capable d'apporter un programme clair, qui est capable de dire là où il va amener la jeunesse et qui est capable réellement d'être en contact et surtout de s'expliquer périodiquement et permanemment avec les militants à la base. Très bien. Donc c'était M. Aïdara Ibrahima qui était présent sur le plateau de l'invité politique pour parler de son parti, l'ADEMA PAJ au Mali, de sa commune 5 et de ses intentions de briguer la présidence de la jeunesse ADEMA au niveau national. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.